Dans ce journal, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a procédé à une visite de terrain en prélude à l'opération de déguerpissement prévue pour le 5 juin. Et puis, la direction régionale du tourisme et des loisirs du Bas-Sassandra a procédé récemment à San Pedro à l'installation de 4 clubs de tourisme dans les établissements secondaires et universitaires. Cette installation a pour but d'inculquer aux élèves et étudiants la culture du tourisme. Voilà pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Bienvenue et merci à vous qui nous rejoignez pour le journal sur Business 24 Africa. Ouvrons cette édition avec l'actualité relative aux pluies diluviennes qui s'annoncent en Côte d'Ivoire. C'est déjà la saison des pluies à Abidjan. Pour éviter des catastrophes, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité était en visite dans les zones à risque ce mardi. Il s'agissait pour Bouaké Fofana de sensibiliser les habitants de ces sites à risque afin de les convaincre à un départ volontaire. On en sait davantage avec Konena Norgo et Ezekiel Seri. Des maisons à moitié détruites, certaines menacées de destruction par le ravin. Ici, nous sommes dans la commune d'Abobo, précisément au quartier désert. Ces zones à risque, il en existe 54 à Abidjan. Ce mardi 31 mai, Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité de la Côte d'Ivoire, a troqué sa veste contre une chemise. Direction ces zones à risque aux inondations et éboulements pour une sensibilisation des habitants au départ volontaire après la mise en demeure. Première étape à Bobo dans les quartiers Désert et Koulecha. Il y a un terrain qui a glissé, il y a eu 2, 3, 10 morts. Cette année, les pluies là vont être importantes, il y a beaucoup de pluies. En Afrique, il y a eu 400 morts en Afrique du Sud. 400 morts. Actuellement au Brésil, là, hier c'était 91 morts. Ça va arriver chez nous. Il nous a donné les papiers, il a dit de sortir. Bon, on n'a pas de moyens. Ça dépend de la cochon. Vous prenez une maison à Kennedy, il faut avoir au moins 300 000 francs. Bon, si tu n'as pas 300 000 francs, tu fais comment? Tu es obligé de rester déjà encore? Si Bouaké Fofana a décidé de prendre son bâton de pèlerin, c'est pour sauver la vie des quelques 25 000 personnes concernées par la campagne Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque. Une campagne qui concerne environ 4 000 ménages dans le district d'Abidjan. Ma prière, c'est que, bon, si je ne dis rien, je ne fais rien. Et que je pars. Et que malheureusement, cette nuit, il pleut. Que cette maison que j'ai vue à 14 h à Beauplac glisse et qu'il y a des morts, je m'en voudrais à titre personnel. C'est pour cela que je voudrais que les populations comprennent. C'est pour sauver des vies humaines. Tout est discutable, tout est négociable. Mais il faut partir des zones à risque, surtout ceux qui sont vraiment, comme j'ai vu cet après-midi, comme on le voit ici, ceux qui sont au bord des ravins, il faut partir. L'image que je vais donner à mes compatriotes, c'est que si vous êtes dans votre villa, quelque part, Cocody, n'importe où, Makori, et qu'il y a le feu à côté, vous ne dites pas c'est ma maison, je reste dans la maison, pour savoir d'abord qu'est-ce qu'on va me donner pour partir. Il faut prendre conscience du danger. Ces personnes sont en danger de mort à tout moment, dès qu'il y a une pluie. Aujourd'hui, nous sommes très heureux avec l'arrivée du ministre de l'Assainissement qui nous a donné des instructions. Lui-même, il a visité les zones à risque, il a vu des lieux d'habitation qui posent problème. Il nous a donné jusqu'au soir d'informer ces populations afin que ces populations puissent quitter les zones à risque et aller dans les zones de recasement. Après Abobo, cap sur les lauriers neufs dans la commune de Cocody. Ici, c'est un bassin à ciel ouvert qui accueille le ministre et cette délégation de l'Office national de l'assainissement et du drainage et de l'Agence nationale de gestion des déchets. Le dédommagement des 4 000 ménages concernés par le départ est évalué à plus de 2 milliards de francs CFA. Dans cette édition, nous ouvrons une page énergie.
Les navires GPL du groupe Sahara, d'une valeur de 46 milliards de francs CFA, vont améliorer la transition énergétique en Côte d'Ivoire. Le conglomérat leader dans le domaine de l'énergie et des infrastructures, le groupe Sahara a commandé 2 nouveaux navires de gaz de pétrole liquéfié GPL pour un montant de 46 milliards de francs CFA au chantier naval Hyundai Mipo à Ulsan, c'est en Corée du Sud, afin d'augmenter la disponibilité et la fourniture d'énergie propre en Côte d'Ivoire. Une bonne nouvelle pour le pays qui pourra ainsi réduire sa dépendance aux importations en GPL. Le commentaire de Zénab Dosso. Bonne nouvelle pour la transformation énergétique en Côte d'Ivoire. Le groupe Sahara vient de se doter de 2 nouveaux navires de gaz pétrole liquéfié GPL, 2 navires battant pavillon ivoirien. Des acquisitions qui s'inscrivent dans un vaste projet de transition énergétique en Afrique. Le groupe Sahara, à travers sa collaboration avec Nigerian National Petroleum Company Limited et Wagle Energy Limited, a investi plus de 300 millions de dollars, soit 180 milliards de francs CFA, pour le développement de l'infrastructure gazière avec des plans pour acquérir 10 navires en 10 ans. L'aventure entre Sahara et Petrosi, la Société nationale du pétrole et du gaz, qui a été établie pour renforcer l'accès, l'approvisionnement, le stockage et la distribution du GPL. Il faut rappeler que le GPL est le produit pétrolier qui a connu la croissance la plus rapide en Afrique subsaharienne au cours de la dernière décennie. Les prévisions indiquent que le GPL connaîtra un taux de croissance annuel composé de 7% au cours des 15 prochaines années. L'adoption accrue du GPL contribuera à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre, en abrégé GES, et à réduire la pression sur les réserves forestières, augmentant ainsi la durabilité environnementale. Parlons droit pour les enfants. Pour la 5e et dernière étape de son plaidoyer en faveur de la mise en œuvre de la justice juvénile, l'ONG Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire était à Tias-Salé. Elle a parcouru quelques localités du pays pour faire des dons en présence des autorités compétentes. Un projet qui vise à contribuer au bien-être des enfants en milieu carcéral. Ange Assémian et Augustin Kra. Face aux autorités de Tias-Salé en présence, l'ONG Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire a livré ses résultats de l'étude situationnelle menée sur les terres de l'Agnibi-Tiassa. C'est une action de plaidoyer visant à améliorer les conditions de vie des enfants en milieu carcéral, outre le fait de proposer un accompagnement efficace à ces enfants qui permet par ailleurs de lutter contre la récidive. Le programme visait aussi à former les acteurs de la justice, à sensibiliser le grand public et à plaider auprès des autorités en faveur d'une justice réparatrice dans les différentes maisons d'arrêt et de correction. Madame le procureur, le juge des enfants de Tias-Salé, le point focal du SPGEJ, ont bien été attentifs et ont aussi saisi l'occasion pour présenter leurs réalités auxquelles l'ONG Dignité et Droit pour les enfants en Côte d'Ivoire a pu répondre concrètement. Ils ont été concrets, réalistes, même si ça ne peut pas résoudre tous nos problèmes, mais au moins, un tant soit peu le peu qu'ils ont donné, ça peut nous permettre de faire un démarrage, de renforcer nos activités. Agboville, Adzopé, Aboissou et Tias-Salé ont fait l'objet d'une étude situationnelle de la justice juvénile durant une année. En fin de parcours du projet initié par Liane, leadership et initiative des acteurs non étatiques, l'ONG D2CI se dit satisfaite. Je sors vraiment satisfaite de ce projet-là et des actions que D2CI a eu à mener dans les différentes localités, surtout par les dons. Même si c'est 2 jours, ils mangent bien, mais au moins ces enfants-là pourront, au cours de ces 2 jours-là, avoir le petit déjeuner, à midi le déjeuner et le soir un bon dîner. Le Bureau international catholique de l'enfance et son partenaire D2CI sont également intervenus en Côte d'Ivoire dans d'autres domaines, dont la lutte contre les violences faites aux enfants. Aller plus loin dans cette démarche est entre autres l'ambition de cette ONG qui ne fait pas que relever les problèmes de la société. On commence à Agboville. J'avoue qu'à Agboville, avec le programme Enfants sans barreaux, nous avons eu à construire des couchettes et autres pour les enfants, des seaux et autres pour les aider. Mais nous voulons, j'avoue, à sortir d'Abidjan. Et ce projet-là, j'avoue, nous aide à le faire.
Depuis 10 ans, le Bureau international catholique de l'enfance mène un programme en Afrique et en Amérique latine pour humaniser la justice des mineurs. Sa deuxième phase s'est terminée en 2021. Elle a permis de grandes avancées. Intéressons-nous aux activités du Sénat et rendons-nous à Yamoussoukro où 2 ministres étaient face aux sénateurs le lundi 30 mai pour la proposition de 2 projets de loi. Le premier est relatif au contenu local des activités pétrolières et gazières. Le second est relatif à la ratification de l'ordonnance sur le fonctionnement d'un centre sportif et culturel. Retrouvons Charles Kwaku, commenté par Walter Kofi. Dans la matinée, c'est Boaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, assurant l'intérim du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, qui a présenté le projet de loi relatif au contenu local dans les activités pétrolières et gazières de la Commission des affaires économiques et financières, présidée par Koumoué Kofi Moïse. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire a adopté un cadre législatif et réglementaire spécifique en vue de développer et d'accroître sa production pétrolière. Ce cadre prévoyait la valorisation du contenu local, c'est-à-dire l'ensemble des actions et initiatives visant à promouvoir et accroître l'utilisation des ressources humaines et matérielles locales, des biens et services locaux, des capacités des entreprises ivoiriennes et à terme, la valeur ajoutée locale dans toute la chaîne des activités pétrolières et gazières. Malgré l'existence de ces dispositifs légaux et contractuels, le contenu local n'a enregistré que des résultats mitigés après plusieurs années d'activités pétrolières et gazières. C'est donc face à ce constat qu'intervient le présent projet de loi dont l'objectif est de mettre en place une politique de contenu local plus efficiente en vue d'atteindre les résultats ciblés, concrets et mesurables. Après les explications du ministre et des échanges, le projet de loi a été adopté à l'unanimité des membres présents de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Donc nous avons proposé un nouveau texte qui va plus loin. Et ce texte se caractérise par quelques éléments nouveaux, en dehors des dispositions générales qui sont communes à tous les textes de loi. Là, nous avons quand même, on a été plus précis dans le contenu local, en matière de formation pour les Ivoiriens, les entreprises ivoiriennes, en matière d'accès au marché, et également en matière de suivi des mesures de contenu local. Dans l'après-midi, c'est le ministre des Sports, Dao Paulin Claude, qui était face à la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat, présidée par Kofi Michel Benoît, pour présenter le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-189 du 28 avril 2021 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du centre sportif culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara. Au terme des travaux de la Commission des affaires sociales et culturelles, le projet de loi a été adopté à l'unanimité des sénateurs membres présents. Ce centre aura pour vocation d'être le creuset pour consolider et magnifier les relations diplomatiques entre nos deux pays, mais surtout favoriser les échanges sur le plan sportif, culturel et des TIC entre les jeunesses de nos deux pays. Ce centre est un joyau architectural qui permettra avant tout de faire la promotion du taekwondo, une discipline sportive qui nous a rapporté et qui continue de nous rapporter des lauriers sur le plan international. Après les travaux, le ministre s'est rendu au stade de Yamoussoukro pour la réception des clés de cette infrastructure sportive qui va abriter la CAN 2023. La direction régionale du tourisme et des loisirs a procédé récemment à San Pedro à l'installation de 4 clubs de tourisme dans les établissements secondaires et universitaires. L'idée est d'amorcer la mise en œuvre du volet durabilité de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Elle a aussi pour but d'inculquer la culture du tourisme aux élèves et aux étudiants. Pierre Tebeu commente le reportage de notre correspondant régional, Abel Kouaou. Inculquer aux générations futures l'importance du tourisme et les débouchés professionnels liés à ce domaine prometteur en vue de leur faciliter leur insertion sociale. Telle
est l'objectif de cette tournée entreprise par la directrice régionale du tourisme du Bassa-Sandra avec son équipe. À l'université de San Pedro, le président nouvellement installé du club de tourisme est heureux du choix qui a été porté sur sa personne. Satisfait, il salue la reconnaissance de ses camarades ainsi que l'initiative du ministre à travers la direction régionale. Notre mission, c'est de pouvoir rehausser le niveau du tourisme dans la région de San Pedro. Donc, cela en réalité va nécessiter plusieurs moyens, tant humains que financiers. Le vice-président de l'université est comblé avec l'installation d'un club de tourisme au sein de sa structure qui permettra aux étudiants de se familiariser au métier du tourisme. Dans nos parcours de formation, nous avons l'UFR Tourisme et dans nos missions, nous voulons faire l'adéquation formation-emploi. Cela exige de nous que nos étudiants soient en situation de leur future activité professionnelle. La directrice régionale du tourisme du Bassa-Sandra donne l'objectif de l'installation de ces clubs de tourisme dans les établissements secondaires et universitaires. Ces clubs visent à déjà inculquer aux plus jeunes le goût du tourisme, mais aussi à leur donner les informations et les formations qu'il faut pour qu'ils puissent connaître du bout des doigts les curiosités, les beautés touristiques de leur beau pays qu'est notre sublime Côte d'Ivoire. Rappelons qu'après la première mandature de ces clubs, la direction régionale du tourisme souhaite que tous les membres soient informés sur toutes les opportunités professionnelles liées à l'activité du tourisme en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent à Bouaké où 5 des 10 associations membres du cadre de concertation du futur Grand Marché de Bouaké ont animé une conférence de presse. Dans une déclaration commune, elles ont marqué leur pleine adhésion à l'opération de commercialisation des points de vente du futur marché. Par cette rencontre avec la presse, elles ont tenu à faire connaître clairement leur position dans la réalisation de cet immense projet pour la ville de Bouaké. 5 des 6 organisations professionnelles de commerçants au sein du cadre de concertation pour la gestion du futur marché de Bouaké ont décidé de parler d'une seule voix. Objectif, faire part de leur entière adhésion au principe de la commercialisation des points de vente du grand marché de Bouaké en cours de réalisation. En effet, l'opération que pilote l'autorité municipale et bien d'autres structures est dénoncée par la Fédération des artisans et commerçants organisée pour la relance économique, fait d'accord, présidée par Dame Sarata Sanogo, par ailleurs membre de cette instance de décision. C'est donc pour se désolidariser des manœuvres de cette dernière que la FENACI, l'OCCI, l'UCPCI, COCOMCI, UCB et CFCCI, des associations membres du cadre de concertation ont tenu cette conférence pour apporter leur plein soutien aux efforts des autorités pour doter Bouaké du plus grand marché couvert de la sous-région. Nos responsabilités nous placent devant le tribunal de l'histoire de cette ville, car nous ne saurions accepter qu'une seule fêtière sur 6 embrigade le choix des autres, par extension, le choix de la majorité écrasante des commerçants de Bouaké. À travers cette position, le porte-parole justifie que les organisations de commerçants sont à chaque fois associées aux réunions de concertation. Une règle qui a été pleinement respectée lors de la fixation des prix des pas de porte et des points de vente du marché, jugés les plus alléchants par la corporation, selon Doumbia Soumaïla. Restons toujours à Bouaké où le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, aux côtés de la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo, pour sauver le maximum de femmes en couche et d'enfants. Un engagement porté par le projet Takeda pour réussir le pari d'une prise en charge urgente et rapide d'une mère et de son enfant n'excédant pas 2 heures d'horloge. Le projet intitulé 2 heures pour la vie, avant sa mise en œuvre, a fait l'objet d'un atelier réunissant les experts et techniciens de santé des 3 pays à Bouaké. De façon quotidienne, 810 femmes perdent la vie en raison des complications obstétricales.
l'Afrique subsaharienne concentre principalement la majeure partie des décès à cause du faible accès aux soins obstétricaux et néonataux de qualité en moins de 2 heures de trajet. Pour apporter une réponse durable à cette situation, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin à travers le projet Takeda. Ce projet, intitulé 2 heures pour la vie, a réuni à Bouaké les experts nationaux et régionaux des 3 pays bénéficiaires en vue d'examiner tous les aspects de sa mise en œuvre efficace sur le terrain. Pour la vie, c'est un défi que nous nous imposons et pour faire en sorte que quand le travail est déclenché, quand le moment est venu d'avoir le bébé, que nous puissions respecter ce délai de 2 heures pour faire en sorte que nous sauvions la femme qui est en couche. Parce qu'au-delà de 2 heures, nous augmentons significativement le risque de perdre et la mère et le bébé. Cette rencontre est donc une opportunité pour les experts de partager les bonnes pratiques et expériences ainsi que converger les points de vue pour une bonne implication des pays bénéficiaires au sein du réseau SONU, soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Vous avez 7 maternités qui vont être organisées, qui sont déjà organisées, mais on va améliorer la prise en charge et la qualité des soins qu'elles peuvent prodiguer pour mieux faire face à ces complications. Je représente le Fonds des Nations Unies pour la population au Togo, UNFPA Togo, et j'ai fait le voyage avec une forte délégation. Pour assurer que le gouvernement ivoirien a fait de sa priorité la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Et ça s'était fait que nous nous engageons à nous inscrire dans ce projet important. Le projet Takeda sera mis en œuvre dans les régions du Béquet en Côte d'Ivoire, celle des Savanes au Togo et au Bénin et prévoit sauver la vie de 518 000 femmes et 492 500 nouveau-nés en utilisant un réseau d'établissements de santé, SONU, 33 au total dans le cadre du projet, en vue d'améliorer l'accès aux soins de qualité dans les pays bénéficiaires. C'était un reportage de notre correspondant régional, Emmanuel Bonzo. Avant de refermer ce journal, un tour dans le village de Sokorala raccordé au réseau électrique national. Longtemps resté dans la pénombre, le village de Sokorala a été enfin raccordé au réseau électrique national. La mise sous tension a donné lieu à une fête populaire. Théodore Kanga. Les populations du village de Sokorala étaient en fête. Pour cause, le village a été connecté au réseau électrique national le week-end dernier. Situé dans la sous-préfecture de Sandougou, Soba, dans le département de Man, région du Tongpi, Sokorala est resté des décennies dans le noir. Aujourd'hui, ce village connaît les délices de la lumière. Ce qui nous anime aujourd'hui, c'est la fête de la lumière. Nous avons eu la grâce, la chance, le privilège que le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qui nous a gratifié d'un raccordement électrique dans notre village. C'est une joie très immense de voir aujourd'hui mon village être électrifié par le pouvoir en place. Par le passé, nous vivions dans le noir. C'était très difficile. Mais aujourd'hui, là, nous sommes contents. Si le village bénéficie du raccordement au réseau électrique national, il faut noter que ce village enclavé manque d'eau potable, d'où l'appel des habitants. Nous avons les centres de santé qui nous manquent, surtout les pompes hydrauliques là, c'est ça qui nous manque. Nous avons une seule pompe. Ben, avant d'atteindre tout ça, nous sommes enclavés. Il n'y a pas de route. Par Man, il n'y a pas de passage. Ici encore, le passage est difficile. Vraiment, moi ce que je souhaite,
l'année prochaine pour qu'on puisse faire de l'eau aussi, parce que c'est pas facile. Quand vous voyez cette tribune, en tout cas c'est des centimètres, c'est des centimètres. C'est pas facile du tout. À l'image de Sokourala, plusieurs autres villages de la sous-préfecture peinent à se développer faute de routes. Voilà, c'est tout pour cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. L'information se poursuit sur la télé utile.